Le parfum de la dame en noir de Gaston Leroux. Chapitre 1 qui commence par où les romans finissent. Le mariage de M. Robert Darzac et de Mlle Mathilde Stangerson eut lieu à Paris, à Saint-Nicolas du Chardonnet, le 6 avril 1895, dans la plus stricte intimité. Un peu plus de 2 années s'étaient donc écoulées depuis les événements que j'ai rapportés dans un précédent ouvrage, événements si sensationnels qu'il n'est point téméraire d'affirmer ici qu'un aussi court laps de temps n'avait pu faire oublier le fameux mystère de la chambre jaune. Celui-ci était encore si bien présent à tous les esprits que la petite église eût été certainement envahie par une foule avide de contempler les héros d'un drame qui avait passionné le monde, si la cérémonie nuptiale n'avait été tenue tout à fait secrète, ce qui avait été assez facile dans cette paroisse éloignée du quartier des écoles. Seuls quelques amis de M. Darzac et du professeur Stangerson, sur la discrétion desquels on pouvait compter, avaient été invités. J'étais du nombre. J'arrivai de bonne heure à l'église, et mon premier soin, naturellement, fut d'y chercher Joseph Rouletabille. J'avais été un peu déçu en ne l'apercevant pas, mais il ne faisait point de doute pour moi qu'il dût venir, et, dans cette attente, je me rapprochai de maître Henri Robert et de maître André S., qui, dans la paix et le recueillement de la petite chapelle Saint-Charles, évoquaient tout bas les plus curieux incidents du procès de Versailles que l'éminente cérémonie leur remettait en mémoire. Je les écoutais distraitement en examinant les choses autour de moi. Mon Dieu, que votre Saint-Nicolas du Chardonnet est une chose triste, décrépite, lézardée, crevassée, sale, non point de cette saleté auguste des âges, qui est la plus belle parure de la pierre, mais de cette malpropreté ordurière et poussiéreuse qui semble particulière à ces quartiers Saint-Victor et des Bernardins, au carrefour desquels elle se trouve si singulièrement enchâssée. Cette église, si sombre au dehors et lugubre dedans. Le ciel, qui paraît plus éloigné de ce saint lieu que de partout ailleurs, y déverse une lumière avare, qui a toutes les peines du monde à venir trouver les fidèles à travers la crasse séculaire des vitraux. Avez-vous lu les souvenirs d'enfance et de jeunesse de Renan? Poussez alors la porte de Saint-Nicolas du Chardonnet et vous comprendrez comment l'auteur de la vie de Jésus, qui était enfermé à côté dans le petit séminaire adjacent de l'abbé du Panloup et qui n'en sortait que pour venir prier ici, désira mourir. Et c'est dans cette obscurité funèbre, dans un cadre qui ne paraissait avoir été inventé que pour les deuils, pour tous les rites consacrés aux trépassés, qu'on allait célébrer le mariage de Robert Darzac et de Mathilde Stangerson. J'en conçus une grande peine, et, tristement impressionné, en tirai un fâcheux augure. À côté de moi, maître Henri Robert et André S. bavardaient toujours, et le premier avouait au second qu'il n'avait été définitivement tranquillisé sur le sort de Robert Darzac et de Mathilde Stangerson, même après l'heureuse issue du procès de Versailles, qu'en apprenant la mort officiellement constatée de leur impitoyable ennemi, Frédéric Larsan. On se rappelle peut-être que c'est quelques mois après l'acquittement du professeur en Sorbonne que se produisit la terrible catastrophe de la Dordogne, paquebot transatlantique qui faisait le service du Havre à New York. Par temps de brouillard, la nuit, sur les bancs de Terre-Neuve, la Dordogne avait été abordée par un 3-mâts dont l'avant était entré dans sa chambre des machines. Et pendant que le navire à bordeur s'en allait à la dérive, le paquebot avait coulé à pic en 10 minutes. C'est tout juste si une trentaine de passagers, dont les cabines se trouvaient sur le pont, eurent le temps de sauter dans les chaloupes. Ils furent recueillis le lendemain par un bateau de pêche qui rentra aussitôt à Saint-Jean. Les jours suivants,
l'océan rejeta des centaines de morts, parmi lesquels on retrouva Larsan. Les documents que l'on découvrit, soigneusement cousus et dissimulés dans les vêtements d'un cadavre, attestèrent, cette fois, que Larsan avait vécu. Mathilde Stangerson était délivrée enfin de ce fantastique époux que, grâce aux facilités des lois américaines, elle s'était donné en secret aux heures imprudentes de sa trop confiante jeunesse. Cet affreux bandit, dont le véritable nom, illustre dans les fastes judiciaires, était Ballmeyer et qu'il avait jadis épousé sous le nom de Jean Roussel, ne viendrait plus se dresser criminellement entre elle et celui qui, depuis de si longues années, silencieusement et héroïquement l'aimait. J'ai rappelé, dans le mystère de la chambre jaune, tous les détails de cette retentissante affaire, l'une des plus curieuses qu'on puisse relever dans les annales de la cour d'assises, et qui aurait eu le plus tragique dénouement sans l'intervention quasi géniale de ce petit reporter de 18 ans, Joseph Rouletabille, qui fut le seul à découvrir sous les traits du célèbre agent de la sûreté Frédéric Larsan, Ballmeyer lui-même. La mort accidentelle et, nous pouvons le dire, providentielle du misérable avait semblé devoir mettre un terme à tant d'événements dramatiques, et elle ne fut point, avouons-le, l'une des moindres causes de la guérison rapide de Mathilde Stangerson, dont la raison avait été fortement ébranlée par les mystérieuses horreurs du glandier. Voyez-vous, mon cher ami, disait maître Henri Robert à maître André S., dont les yeux inquiets faisaient le tour de l'église. Voyez-vous, dans la vie, il faut être décidément optimiste. Tout s'arrange, même les malheurs de mademoiselle Stangerson. Mais qu'avez-vous à regarder tout le temps ainsi derrière vous? Qui cherchez-vous? Vous attendez quelqu'un? Oui, j'attends Frédéric Larsan. Maître Henri Robert rit autant que la sainteté du lieu lui permettait de rire. Mais moi, je ne ris point, car je n'étais pas loin de penser comme maître S. Certes, j'étais à 100 lieues de prévoir l'effroyable aventure qui nous menaçait, mais quand je me reporte à cette époque et que je fais abstraction de tout ce que j'ai appris depuis, ce à quoi, du reste, je m'appliquerai honnêtement au cours de ce récit, ne laissant apparaître la vérité qu'au fur et à mesure qu'elle nous fut distribuée à nous-mêmes, je me rappelle fort bien le curieux émoi qui m'agitait alors à la pensée de Larsan. Allons, Sinclair, vous voyez bien que S plaisante. Je n'en sais rien. Et voilà que je regardais attentivement autour de moi, comme l'avait fait maître André S. En vérité, on avait cru Larsan mort si souvent, quand il s'appelait Ballmeyer, qu'il pouvait bien ressusciter une fois de plus à l'état de Larsan. Tenez, voici Rouletabille. Je parie qu'il est plus rassuré que vous. Oh, il est bien pâle. Le jeune reporter s'avançait vers nous. Il nous serra la main assez distraitement. Bonjour Sinclair, bonjour messieurs, je ne suis pas en retard? Il me sembla que sa voix tremblait. Il s'éloigna tout de suite, s'isola dans un coin, et je le vis s'agenouiller sur un prie-dieu comme un enfant. Il se cacha le visage, qu'il avait en effet fort pâle, dans les mains, et pria. Je ne savais point que Rouletabille fût pieux, et son ardente prière m'étonna. Et quand il releva la tête, ses yeux étaient pleins de larmes. Il ne les cachait pas. Il ne se préoccupait nullement de ce qui se passait autour de lui. Il était tout entier à sa prière et peut-être à son chagrin. Quel chagrin! Ne devait-il pas être heureux d'assister à une union désirée de tous? Le bonheur de Robert Darzac et de Mathilde Stangerson n'était-il point son œuvre? Après tout, c'était peut-être de bonheur que pleurait le jeune homme. Il se releva et alla se dissimuler dans la nuit d'un pilier. Je n'eus garde de l'y suivre, car je voyais bien qu'il désirait rester seul. Et puis, c'était le moment où Mathilde Stangerson faisait son entrée dans l'église, au bras de son père. Robert Darzac marchait derrière eux. Comme ils étaient changés tous les trois. Ah, le drame du glandier avait passé bien douloureusement sur ces trois êtres.
Mais, chose extraordinaire, Mathilde Stangerson n'en paraissait que plus belle encore. Certes, ce n'était plus cette magnifique personne, ce marbre vivant, cette antique divinité, cette froide beauté païenne qui suscitait sur ses pas, dans les fêtes officielles de la Troisième République, auxquelles la situation en vue de son père l'a forcé d'assister, un discret murmure d'admiration extasiée. Il semblait, au contraire, que la fatalité, en lui faisant expier si tard une imprudence commise si jeune, ne l'avait précipité dans une crise momentanée de désespoir et de folie, que pour lui faire quitter ce masque de pierre derrière lequel se cachait l'âme la plus délicate et la plus tendre. Et c'est cette âme encore inconnue qui rayonnait ce jour-là, me semblait-il, du plus suave et du plus charmant éclat sur le pur ovale de son visage, dans ses yeux pleins d'une tristesse heureuse, sur son front poli comme l'ivoire, où se lisait l'amour de tout ce qui était beau et de tout ce qui était bon. Quant à sa toilette, j'avouerai sottement que je ne me la rappelle plus et qu'il me serait impossible de dire même la couleur de sa robe. Mais ce dont je me souviens, par exemple, c'est de l'expression étrange que prit soudain son regard en ne découvrant point parmi nous celui qu'elle cherchait. Elle ne parut redevenir tout à fait calme et maîtresse d'elle-même que lorsqu'elle eut enfin aperçu Rouletabille derrière son pilier. Elle lui sourit et nous sourit aussi à notre tour. Elle a encore ses yeux de folle. Je me retournai vivement pour voir qui avait prononcé cette phrase abominable. C'était un pauvre sire que Robert Darzac, dans sa bonté, avait fait nommer aide de laboratoire chez lui, à la Sorbonne. Il se nommait Brignol et était vaguement cousin du marié. Nous ne connaissions point d'autres parents à M. Darzac, dont la famille était originaire du Midi. Depuis longtemps, M. Darzac avait perdu son père et sa mère. Il n'avait ni frère ni sœur et semblait avoir rompu toute relation avec son pays, d'où il n'avait rapporté qu'un ardent désir de réussir, une faculté de travail exceptionnelle, une intelligence solide et un besoin naturel d'affection et de dévouement qui avait trouvé avidement l'occasion de se satisfaire auprès du professeur Stangerson et de sa fille. Il avait aussi rapporté de la Provence, son pays natal, un doux accent qui avait fait d'abord sourire ses élèves de la Sorbonne, mais que ceux-ci avaient aimé bientôt comme une musique agréable et discrète qui atténuait un peu l'aridité nécessaire des cours de leur jeune maître déjà célèbre. Un beau matin du précédent printemps, il y avait par conséquent 1 an environ de cela, Robert Darzac leur avait présenté Brignol. Il venait tout droit d'Aix, où il avait été préparateur de physique et où il avait dû commettre quelques fautes disciplinaires qu'il avait jetées tout à coup sur le pavé. Mais il s'était souvenu à temps qu'il était parent de M. Darzac, avait pris le train pour Paris et avait su si bien attendrir le fiancé de Mathilde Stangerson que celui-ci, le prenant en pitié, avait trouvé le moyen de l'associer à ses travaux. À ce moment, la santé de Robert Darzac était loin d'être florissante. Elle subissait le contre-coup des formidables émotions qui l'avaient assailli au Glandier et en cour d'assises. Mais on eût pu croire que la guérison, désormais assurée, de Mathilde et que la perspective de leur prochain hymen aurait la plus heureuse influence sur l'état moral et, par contre-coup, sur l'état physique du professeur. Or, nous remarquâmes tous au contraire que, du jour où il s'adjoignit ce Brignol, dont le concours devait lui être, disait-il, d'un précieux soulagement, la faiblesse de M. Darzac ne fit qu'augmenter. Enfin, nous constatâmes aussi que Brignol ne portait pas chance, car 2 fâcheux accidents se produisirent coup sur coup au cours d'expériences qui semblaient cependant ne devoir présenter aucun danger. Le premier résulta de l'éclatement inopiné d'un tube de Gessler dont les débris eussent pu dangereusement blesser M. Darzac et qui ne blessa que Brignol, lequel en conservait encore aux mains quelques cicatrices. Le second, qui aurait pu être extrêmement grave, arriva à la suite de l'explosion stupide d'une petite lampe à essence au-dessus de laquelle M. Darzac était justement penché. La flamme faillit lui brûler la figure. Heureusement, il n'en fut rien, mais elle lui flamba les cils et lui occasionna, pendant quelque temps,
des troubles de la vue, si bien qu'il ne pouvait plus supporter que difficilement la pleine lumière du soleil. Depuis les mystères du glandier, j'étais dans un état d'esprit tel que je me trouvais tout disposé à considérer comme peu naturels les événements les plus simples. Lors de ce dernier accident, j'étais présent, étant venu chercher M. Darzac à la Sorbonne. Je conduisis moi-même notre ami chez un pharmacien, et de là chez un docteur, et je priai assez sèchement Brignol, qui manifestait le désir de nous accompagner, de rester à son poste. En chemin, M. Darzac me demanda pourquoi j'avais ainsi bousculé ce pauvre Brignol. Je lui répondis que j'en voulais à ce garçon d'une façon générale, parce que ses manières ne me plaisaient point, et d'une façon particulière ce jour-là, parce que j'estimais qu'il fallait le rendre responsable de l'accident. M. Darzac voulut en connaître la raison, mais je ne sus que répondre, et il se mit à rire. M. Darzac finit de rire cependant lorsque le docteur lui eut dit qu'il aurait pu perdre la vue et que c'était miracle qu'il en fût quitte à si bon compte. L'inquiétude que me causait Brignol était sans doute ridicule, et les accidents ne se reproduisirent plus. Tout de même, j'étais si extraordinairement prévenu contre lui que, dans le fond de moi-même, je ne lui pardonnais pas que la santé de M. Darzac ne s'améliorât point. Au commencement de l'hiver, il toussa, si bien que je le suppliai et que nous le suppliâmes tous de demander un congé et de s'aller reposer dans le Midi. Les docteurs lui conseillèrent sans rémot. Il y fut, et 8 jours après, il nous écrivait qu'il se sentait beaucoup mieux. Il lui semblait qu'on lui avait, depuis qu'il était arrivé dans ce pays, enlevé un poids de dessus la poitrine. Je respire. Oh, je respire. Quand je suis parti de Paris, j'étouffais. Cette lettre de M. Darzac me donna beaucoup à réfléchir, et je n'hésitais point à faire part de mes réflexions à Rouletabille. Or, celui-ci voulut bien s'étonner avec moi de ce que M. Darzac était si mal quand il se trouvait auprès de Brignol, et si bien quand il en était éloigné. Cette impression était si forte chez moi, tout particulièrement, que je n'eusse point permis à Brignol de s'absenter. Ma foi, non. S'il avait quitté Paris, j'aurais été capable de le suivre. Mais il ne s'en alla point, au contraire. Les Stangerson ne l'eurent jamais plus près d'eux. Sous prétexte de demander des nouvelles de M. Darzac, il était tout le temps fourré chez M. Stangerson. Il parvint une fois à voir Mlle Stangerson, mais j'avais fait à la fiancée de M. Darzac un tel portrait du préparateur de physique que je réussis à l'en dégoûter pour toujours, ce dont je me félicitais dans mon fort intérieur. M. Darzac resta 4 mois à San Remo et nous revint presque entièrement rétabli. Ses yeux, cependant, étaient encore faibles et il était dans la nécessité d'en prendre le plus grand soin. Rouletabille et moi avions décidé de surveiller le Brignol, mais nous fûmes satisfaits d'apprendre que le mariage allait avoir lieu presque aussitôt et que M. Darzac emmènerait sa femme dans un long voyage loin de Paris et loin de Brignol. À son retour de San Remo, M. Darzac m'avait demandé « Eh bien, où en êtes-vous avec ce pauvre Brignol? Êtes-vous revenu sur son compte ?» Ma foi, non. Et il s'était encore moqué de moi, m'envoyant quelques-unes de ces plaisanteries provençales qu'il affectionnait quand les événements lui permettaient d'être gai, et qui avait retrouvé dans sa bouche une saveur nouvelle depuis que son séjour dans le Midi avait rendu à son accent toute sa belle couleur initiale. Il était heureux. Mais nous ne pûmes avoir une idée véritable de son bonheur, car entre son retour et son mariage, nous eûmes peu d'occasion de le voir, que sur le seuil même de cette église où il nous apparut comme transformé. Il redressait avec un orgueil bien compréhensible sa taille légèrement voûtée. Le bonheur le faisait plus grand et plus beau. « C'est le cas de dire qu'il est un annonce, le patron !» ricana Brignol. Je m'éloignai de cet homme qui me répugnait et m'avançai jusque dans le dos de ce pauvre M. Stangerson qui resta à lui, les bras croisés, toute la cérémonie, sans rien voir, sans rien entendre. On dut lui frapper sur l'épaule quand tout fut fini pour le tirer de son rêve. Quand on passa à la sacristie, maître André S. poussa un profond soupir.
Ça y est. Oh, je respire. Pourquoi ne respiriez-vous donc pas, mon ami? Alors maître André S. avoua qu'il avait redouté jusqu'à la dernière minute l'arrivée du mort. Que voulez-vous? Je ne puis me faire à cette idée que Frédéric Larsan consente à être mort pour de bon. Nous nous trouvions tous maintenant, une dizaine de personnes au plus, dans la sacristie. Les témoins signaient sur les registres et les autres félicitaient gentiment les nouveaux mariés. Cette sacristie est encore plus sombre que l'église. Et j'aurais pu penser que je devais, à cette obscurité, de ne point apercevoir, en un pareil moment, Joseph Rouletabille, si la pièce n'avait été si petite. De toute évidence, il n'était point là. Qu'est-ce que cela signifiait? Mathilde l'avait déjà réclamé 2 fois, et M. Robert Darzac me pria de l'aller chercher, ce que je fis. Mais je rentrai dans la sacristie sans lui. Je ne l'avais pas trouvé. Voilà qui est bizarre et tout à fait inexplicable. Êtes-vous bien sûr d'avoir regardé partout? Il sera dans quelques coins à rêver. Je l'ai cherché partout et je l'ai appelé. Mais M. Darzac ne s'en tint point à ce que je lui disais. Il voulut faire lui-même le tour de l'église. Tout de même, il fut plus heureux que moi, car il apprit d'un mendiant qui se tenait sous le porche avec sa timbale qu'un jeune homme, qui ne pouvait être en effet que Rouletabille, était sorti de l'église quelques minutes auparavant et s'était éloigné dans un fiacre. Quand il rapporta cette nouvelle à sa femme, celle-ci en parut peinée au-delà de toute expression. Elle m'appela et me dit « Mon cher monsieur Sinclair, vous savez que nous prenons le train dans 2 heures à Gare de Lyon. Cherchez-moi notre petit ami et amenez-le-moi. Et dites-lui que sa conduite inexplicable m'inquiète beaucoup. » Comptez sur moi. Et je me mis à la chasse de Rouletabille sur le champ. Mais je revins bredouille à la Gare de Lyon. Ni chez lui, ni au journal, ni au café du barreau, où les nécessités de son métier le forçaient souvent de se retrouver à 7 heures du jour, je ne pus mettre la main sur lui. Aucun de ses camarades ne put me dire où j'aurais quelque chance de le rencontrer. Je vous laisse à penser combien tristement je fus accueilli sur le quai de la gare. M. Darzac était navré. Mais comme il avait à s'occuper de l'installation des voyageurs, car le professeur Stangerson, qui se rendait à Menton chez les Rances, accompagnait les nouveaux mariés jusqu'à Dijon. Cependant que ceux-ci continuaient leur voyage par Culose et le Mont-Cenis, il me pria d'annoncer cette mauvaise nouvelle à sa femme. Je fis la triste commission en ajoutant que Rouletabille viendrait sans doute avant le départ du train. Au premier mot que je lui dis de cela, Mathilde se prit à pleurer doucement et elle secoua la tête. « Non, non, c'est fini. Il ne viendra plus. » Et elle monta dans son wagon. C'est alors que l'insupportable Brignol, voyant l'émoi de la nouvelle mariée, ne put s'empêcher de répéter encore à maître André S., qui, du reste, le fit taire fort malhonnêtement, comme il le méritait. « regardez donc, je vous dis qu'elle a encore ce yeux de folle. Ah, Robert a eu tort, il aurait mieux fait d'attendre. » Je vois encore Brignol disant cela, et je me rappelle le sentiment d'horreur que, dans le moment même, il m'inspira. Il ne faisait point de doute pour moi, depuis longtemps, que ce Brignol était un méchant homme, et surtout un jaloux, et qu'il ne pardonnait point à son parent le service que celui-ci lui avait rendu en le casant dans un poste tout à fait subalterne. Il avait la mine jaune et les traits longs, tirés de haut en bas. Tout en lui paraissait amertume, et tout en lui était long. Il avait une longue taille, de longs bras, de longues jambes et une longue tête. Cependant, à cette règle de longueur, il fallait faire une exception pour les pieds et pour les mains. Il avait les extrémités petites et presque élégantes. Ayant été si brusquement morigéné pour ses méchants propos par le jeune avocat, Brignol en conçut une immédiate rancune et quitta la gare après avoir présenté ses civilités aux époux. Du moins, je crus qu'il quitta la gare, car je ne le vis plus. Nous avions encore 3 minutes avant le départ du train. Nous espérions encore en l'arrivée de Rouletabille, et nous examinions tous le quai, pensant voir enfin surgir, dans la troupe hâtive des voyageurs en retard, la figure sympathique de notre jeune ami.
Comment se faisait-il qu'il n'apparût point, selon sa coutume et sa manière, bousculant tout et tous, ne se préoccupant point des protestations et des cris qui signalaient ordinairement son passage, dans une foule où il se montrait toujours plus pressé que les autres? Que faisait-il? Déjà, on fermait les portières. On en entendait le claquement brutal. Et puis, ce furent les brèves invitations des employés. En voiture, messieurs, en voiture. Quelques galopades dernières, puis la clameur enrouée de la locomotive, et le convoi se mit en marche. Mais pas de Rouletabille. Nous en étions si tristes et aussi tellement étonnés que nous restions sur le quai à regarder Madame Darzac sans penser à lui faire entendre nos souhaits de bon voyage. La fille du professeur Stangerson jeta un long regard sur le quai, et dans le moment que le train commençait à accélérer sa marche, sûre désormais qu'elle ne verrait plus, avant son départ, son petit ami, elle me tendit une enveloppe par la portière. Pour lui. Chapitre 2, où il est question de l'humeur changeante de Joseph Rouletabille. En revenant seul de la gare, je ne pus que m'étonner de la singulière tristesse qui m'avait envahi, sans que j'en pusse démêler précisément la cause. Depuis le procès de Versailles, aux péripéties duquel j'avais été si intimement mêlé, j'avais lié tout à fait amitié avec le professeur Stangerson, sa fille et Robert Darzac. J'aurais dû être particulièrement heureux d'un événement qui semblait satisfaire tout le monde. Je pensais que l'extraordinaire absence du jeune reporter devait être pour quelque chose dans cette sorte de prostration. Rouletabille avait été traité par les Stangerson et M. Darzac comme un sauveur, et surtout, depuis que Mathilde était sortie de la maison de santé où le désarroi de son esprit avait nécessité pendant plusieurs mois des soins assidus, depuis que la fille de l'illustre professeur avait pu se rendre compte du rôle extraordinaire joué par cet enfant dans un drame où, sans lui, elle eût inévitablement sombré avec tous ceux qu'elle aimait, depuis qu'elle avait lu, avec toute sa raison, enfin recouvré, le compte-rendu sténographié des débats où Rouletabille apparaissait comme un petit héros miraculeux, il n'était point d'attention quasi maternelle dont elle n'eût entouré mon ami. Elle s'était intéressée à tout ce qui le touchait. Elle avait excité ses confidences. Elle avait voulu en savoir sur Rouletabille plus que je n'en savais, et plus peut-être qu'il n'en savait lui-même. Elle avait montré une curiosité discrète mais continue relativement à une origine que nous ignorons tous et sur laquelle le jeune homme avait continué de se taire avec une sorte de farouche orgueil. Très sensible à la tendre amitié que lui témoignait la pauvre femme, Rouletabille n'en conservait pas moins une extrême réserve et affectait, dans ses rapports avec elle, une politesse émue qui m'étonnait toujours de la part d'un garçon que j'avais connu si primesautier, si exubérant, si entier dans ses sympathies ou dans ses aversions. Plus d'une fois, je lui en avais fait la remarque, et il m'avait toujours répondu d'une façon évasive, en faisant grand étalage cependant de ses sentiments dévoués pour une personne qu'il estimait, disait-il, plus que tout au monde, et pour laquelle il eût été prêt à tout sacrifier si le sort ou la fortune lui avait donné l'occasion de sacrifier quelque chose pour quelqu'un. Il avait aussi des moments d'une incompréhensible humeur. Par exemple, après s'être fait devant moi une fête d'aller passer une grande journée de repos chez les Stangerson, qui avaient loué pour la belle saison, car il ne voulait plus habiter le Glandier, une jolie petite propriété sur les bords de la Marne, à Chenevière, et après avoir montré, à la perspective d'un si heureux congé, une joie enfantine, il lui arrivait de se refuser, tout à coup, sans aucune raison apparente, à m'accompagner. Et je devais partir seul,
le laissant dans la petite chambre qu'il avait conservée au coin du boulevard Saint-Michel et de la rue Monsieur-le-Prince. Je lui en voulais de toute la peine qu'il causait ainsi à cette bonne mademoiselle Stangerson. Un dimanche, celle-ci, outrée de l'attitude de mon ami, résolut d'aller le surprendre avec moi dans sa retraite du quartier latin. Quand nous arrivâmes chez lui, Rouletabille, qui avait répondu par un énergique « Entrez !» au coup que j'avais frappé à sa porte, Rouletabille, qui travaillait à sa petite table, se leva en nous apercevant et devint si pâle, que nous crûmes qu'il allait défaillir. « Mon Dieu !» s'écria Mathilde Stangerson en se précipitant vers lui. Mais, plus prompte qu'elle encore, avant qu'elle ne fût arrivée à la table où il s'appuyait, il avait jeté sur les papiers qui s'y trouvaient éparpillés une serviette de maroquin qui les dissimula entièrement. Mathilde avait vu naturellement le geste. Elle s'arrêta toute surprise. « Nous vous dérangeons ?» Non, j'ai fini de travailler, je vous montrerai ça plus tard. C'est un chef-d'œuvre, une pièce en 5 actes dont je n'arrive pas à trouver le dénouement. Et il sourit. Bientôt, il redevint tout à fait maître de lui, et nous dit sans drôlerie en nous remerciant d'être venu le troubler dans sa solitude. Il voulut absolument nous inviter à dîner, et nous allâmes tous trois manger dans un restaurant du quartier latin, chez Foyot. Quelle bonne soirée! Rouletabille avait téléphoné à Robert Darzac, qui vint nous rejoindre au dessert. À cette époque, M. Darzac n'était point trop souffrant, et l'étonnant Brégnoles n'avait pas encore fait son apparition dans la capitale. On s'amusa comme des enfants. Ce soir d'été était si beau et si doux dans le Luxembourg solitaire. Avant de quitter mademoiselle Stangerson, Rouletabille lui demanda pardon de l'humeur bizarre qu'il montrait quelquefois et s'accusa d'avoir, au fond, un très méchant caractère. Mathilde l'embrassa et Robert Darzac aussi l'embrassa. Et il en fut si ému que durant le temps que je le reconduisis jusqu'à sa porte, il ne me dit point un mot. Mais au moment de nous séparer, il me serra la main comme jamais encore il ne l'avait fait. Drôle de petit bonhomme. Ah, si j'avais su, comme je me reproche maintenant de l'avoir par instant à cette époque jugé avec un peu trop d'impatience. Ainsi, triste, assailli de pressentiments que j'essayais en vain de chasser, je revenais de la gare de Lyon, me remémorant les innombrables fantaisies, bizarreries et quelquefois douloureux caprices de Rouletabille au cours de ces dernières années. Mais rien, cependant, rien de tout cela ne pouvait me faire prévoir ce qui venait de se passer, et encore moins de l'expliquer. Où était Rouletabille ? Je m'enfuis à son hôtel, boulevard Saint-Michel, me disant que si, là encore, je ne le trouvais pas, je pourrais au moins laisser la lettre de madame Darzac. Quelle ne fut pas ma stupéfaction, en entrant dans l'hôtel, d'y trouver mon domestique portant ma valise. Je le priai de m'expliquer ce que cela signifiait, et il me répondit qu'il n'en savait rien, qu'il fallait le demander à monsieur Rouletabille. Celui-ci, en effet, pendant que je le cherchais partout, excepté naturellement chez moi, s'était rendu à mon domicile, rue de Rivoli, s'était fait conduire dans ma chambre par mon domestique, lui avait fait apporter une valise et avait soigneusement rempli cette valise de tout le linge nécessaire à un honnête homme qui se dispose à partir en voyage pour 4 ou 5 jours. Puis il avait ordonné à mon godiche de transporter ce petit bagage 1 heure plus tard à son hôtel du Boulmiche. Je ne fis qu'un bond jusqu'à la chambre de mon ami, où je le trouvai en train d'empiler méticuleusement dans un sac de nuit des objets de toilette, du linge de jour et une chemise de nuit. Tant que cette besogne ne fut point terminée, je ne pus rien tirer de Rouletabille, car, dans les petites choses de la vie courante, il était volontiers maniaque, et en dépit de la modestie de ses ressources, tenait à vivre fort correctement, ayant l'horreur de tout ce qui touchait de près ou de loin à la bohème. Il daigna enfin m'annoncer que nous allions prendre nos vacances de Pâques, et que, puisque j'étais libre et que son journal, l'Époque, lui accordait un congé de 3 jours, nous ne pouvions mieux faire que d'aller nous reposer au bord de la mer. Je ne lui répondis même pas, tant j'étais furieux de la façon dont il venait de se conduire, et aussi tant je trouvais stupide cette proposition d'aller contempler l'océan ou la Manche par un de ces temps abominables de printemps qui, tous les ans, pendant 2 ou 3 semaines, nous font regretter l'hiver.
Mais il ne s'émut point outre mesure de mon silence. Et prenant ma valise d'une main, son sac de l'autre, me poussant dans l'escalier, il me fit bientôt monter dans un fiacre qui nous attendait devant la porte de l'hôtel. Une demi-heure plus tard, nous nous trouvions tous deux dans un compartiment de première classe de la ligne du Nord qui roulait vers le Tréport par Amiens. Comme nous entrions en gare de Creil, il me dit « Pourquoi ne me donnez-vous pas la lettre que l'on vous a remise pour moi ?» Je le regardai. Il avait deviné que Madame Darzac aurait une grande peine de ne l'avoir point vue au moment de son départ, et qu'elle lui écrirait. Ça n'était pas bien malin. Je lui répondis « Parce que vous ne le méritez pas ». Et je lui fis d'amers reproches auxquels il ne prit point garde. Il n'essaya même pas de se disculper, ce qui me mit plus en colère que tout. Enfin, je lui donnai la lettre. Il la prit, la regarda, en respira le doux parfum. Comme je le considérais avec curiosité, il fronça les sourcils, dissimulant sous cette mine rébarbative une émotion souveraine. Mais il ne put finalement me la cacher qu'en s'appuyant le front à la vitre et en s'absorbant dans une étude approfondie du paysage. « Eh bien, vous ne la lisez pas ?»« Non, pas ici, mais là-bas. » Nous arrivâmes au Tréport en pleine nuit noire, après 6 heures d'un interminable voyage par un temps de chien. Le vent de mer nous glaçait et balayait le quai désert. Nous ne rencontrâmes qu'un douanier enfermé dans sa capote et dans son capuchon et qui faisait les 100 pas sous le pont du canal. Pas une voiture, naturellement. Quelques papillons de gaz, tremblotant dans leur cage de verre, reflétaient leur éclat falot dans de larges flaques de pluie où nous pataugions à l'envi, cependant que nous courbions le front sous la rafale. On entendait au loin le bruit que faisaient, en claquant sur les dalles sonores, les petits sabots de bois d'une tréportaise attardée. Si nous ne tombâmes point dans le grand trou noir de l'avant-port, c'est que nous fûmes avertis du danger par la fraîcheur salée qui montait de l'abîme et par la rumeur de la marée. Je maugrais derrière Rouletabille qui nous dirigeait assez difficilement dans cette obscurité humide. Cependant, il devait connaître l'endroit, car nous arrivâmes tout de même qu'à un cas, odieusement giflé par l'embrun, à la porte de l'unique hôtel qui reste ouvert pendant la mauvaise saison sur la plage. Rouletabille demanda tout de suite à souper et du feu, car nous avions grand faim et grand froid. « Ah ça ! Daignerez-vous me faire savoir ce que nous sommes venus chercher dans ce pays, en dehors des rhumatismes qui nous guettent et de la pleurésie qui nous menace ?» Car Rouletabille, dans le moment, toussait et ne parvenait point à se réchauffer. « Oh, je vais vous le dire, nous sommes venus chercher le parfum de la dame en noir. » Cette phrase me donna si bien à réfléchir que je n'endormis guère de la nuit. Dehors, le vent de mer ululait toujours, poussant sur la grève sa vaste plainte, puis s'engouffrant tout à coup dans les petites rues de la ville, comme dans des corridors. Je crus entendre remuer dans la chambre à côté, qui était celle de mon ami. Je me levai et poussai sa porte. Malgré le froid, malgré le vent, il avait ouvert sa fenêtre, et je le vis distinctement qui envoyait des baisers à l'ombre. Il embrassait la nuit. Je refermai la porte et revins me coucher discrètement. Le lendemain matin, je fus réveillé par un Rouletabille épouvanté. Sa figure marquait une angoisse extrême et il me tendait un télégramme qui lui venait de Bourg et qui lui avait été, sur l'ordre qu'il en avait donné, réexpédié de Paris. Voici la dépêche. Venez immédiatement, sans perdre une minute. Avons renoncé à notre voyage en Orient et allons rejoindre M. Stangerson à Menton, chez les Rance, au Rocher Rouge. Que cette dépêche reste secrète entre nous. Il ne faut effrayer personne. Vous prétexterez auprès de nous congé, tout ce que vous voudrez, mais venez. Télégraphiez-moi, poste restant à Menton. Vite, vite, je vous attends. Votre désespéré Darzac.
Chapitre 3. Le parfum. Eh bien, m'écriai-je en sautant de mon lit, ça ne m'étonne pas. Vous n'avez jamais cru à sa mort? Me demanda Rouletabille avec une émotion telle que je ne pouvais pas me l'expliquer, malgré l'horreur qui se dégageait de la situation, en admettant que nous dussions prendre à la lettre les termes du télégramme de M. Darzac. Pas trop. Il avait tant besoin de passer pour mort qu'il a pu faire le sacrifice de quelques papiers lors de la catastrophe de la Dordogne. Mais qu'avez-vous, mon ami? Vous paraissez d'une faiblesse extrême. Êtes-vous malade? Rouletabille s'était laissé choir sur une chaise. C'est d'une voix presque tremblante qu'il me confia à son tour qu'il n'avait cru réellement à sa mort qu'une fois la cérémonie du mariage terminée. Il ne pouvait entrer dans l'esprit du jeune homme que Larsan eût laissé s'accomplir l'acte qui donnait Mathilde Stangerson à M. Darzac s'il avait été encore vivant. Larsan n'avait qu'à se montrer pour empêcher le mariage, et si dangereuse qu'eût été pour lui cette manifestation, il n'eût point hésité à se livrer, connaissant les sentiments religieux de la fille du professeur Stangerson et sachant bien qu'elle n'eût jamais consenti à lier son sort à un autre homme du vivant de son premier mari, se trouva-t-elle même délivrée de celui-ci par la loi humaine. En vain eût-on invoqué auprès d'elle la nullité de ce premier mariage au regard des lois françaises, il n'en restait pas moins qu'un prêtre avait fait d'elle la femme d'un misérable, pour toujours. Et Rouletabille, essuyant la sueur qui coulait de son front, ajoutait « Hélas, rappelez-vous, mon ami, aux yeux de Larsan, le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. » Je mis ma main sur la main de Rouletabille. Il avait la fièvre. Je voulus le calmer, mais il ne m'entendait pas. Et voilà qu'il aurait attendu après le mariage, quelques heures après le mariage, pour apparaître. Car pour moi, comme pour vous, Sainclair, n'est-ce pas, la dépêche de M. Darzac ne signifierait rien si elle ne voulait pas dire que l'autre est revenu. Évidemment. Mais M. Darzac a pu se tromper. Oh, M. Darzac n'est pas un enfant qui a peur. Cependant, il faut espérer, n'est-ce pas, Sainclair, qu'il s'est trompé. Non, ça n'est pas possible, ce serait trop affreux. Trop affreux, mon ami, oh Sainclair, ce serait trop terrible. Je n'avais jamais vu, même au moment des pires événements du Glandier, Rouletabille aussi agité. Il s'était levé maintenant. Il marchait dans la chambre, déplaçait sans raison des objets, puis il me regardait en répétant « Trop terrible, trop terrible !» Je lui fis remarquer qu'il n'était point raisonnable de se mettre dans un état pareil, à la suite d'une dépêche qui ne prouvait rien et pouvait être le résultat de quelque hallucination. Et puis, j'ajoutai que ce n'était pas dans le moment que nous allions sans doute avoir besoin de tout notre sang-froid qu'il fallait nous laisser aller à de semblables épouvantes, inexcusables chez un garçon de sa trempe. Inexcusable? Vraiment, Sainclair, inexcusable? Mais enfin, mon cher, vous me faites peur. Que se passe-t-il? Vous allez le savoir. La situation est horrible. Pourquoi n'est-il pas mort? Et qu'est-ce qui vous dit, après tout, qu'il ne l'est pas? C'est que, voyez-vous, Sainclair... Chut, taisez-vous. Taisez-vous, Sainclair. C'est que, voyez-vous, s'il est vivant, moi, j'aimerais autant être mort. Fou! C'est surtout s'il est vivant qu'il faut que vous soyez vivant, pour la défendre, elle. Ah, c'est vrai. Ce que vous venez de dire là, Sainclair, c'est très exactement vrai. Merci, mon ami. Vous avez dit le seul mot qui puisse me faire vivre. Elle. Croyez-vous cela? Je ne pensais qu'à moi. Et Rouletabille ricana. Et en vérité, j'eus peur à mon tour de le voir ricaner ainsi, et je le priai, en le serrant dans mes bras, de bien vouloir me dire pourquoi il était si effrayé, pourquoi il parlait de sa mort à lui, pourquoi il ricanait ainsi. Comme un ami, comme à ton meilleur ami, Rouletabille, parle, soulage-toi. Dis-moi ton secret, dis-le-moi, puisqu'il t'étouffe. Je t'ouvre mon cœur. Rouletabille a posé sa main sur mon épaule. Il m'a regardé jusqu'au fond des yeux, jusqu'au fond de mon cœur, et il m'a dit « Vous allez tout savoir, Sainclair. Vous allez en savoir autant que moi, et vous allez être aussi effrayé que moi, mon ami, parce que vous êtes bon et que je sais que vous m'aimez. » Là-dessus, comme je croyais qu'il allait s'attendrir, il se borna à demander l'indicateur des chemins de fer. « Nous partons à 1 heure. Il n'y a pas de train direct entre la ville d'Eu et Paris l'hiver. Nous n'arriverons à Paris qu'à 7 heures. Mais nous aurons grandement le temps de faire nos malles et de prendre à la gare de Lyon le train de 9 heures pour Marseille et Menton. » Et il ne me demandait même pas mon avis.
et il m'a emmené à Menton comme il m'avait emmené au Tréport. Il savait bien que dans les conjonctures présentes, je n'avais rien à lui refuser. Du reste, je le voyais dans un état si anormal que, n'eût-il point voulu de moi, je ne l'aurais pas quitté. Et puis, nous entrions en pleine vacation et mes affaires du palais me laissaient toute liberté. Nous allons donc à la ville 2 ? Oui, nous prendrons le train là-bas. Il faut une demi-heure à peine pour aller en voiture du Tréport à eux. Nous serons restés peu de temps dans ce pays. Assez, je l'espère, assez pour ce que je suis venu y chercher, hélas. Je pensais au parfum de la dame en noir, et je me tus. Ne m'avait-il point dit que j'allais tout savoir ? Il m'emmena sur la jetée. Le vent était encore violent, et nous dûmes nous abriter derrière le phare. Il resta un instant songeur, et ferma les yeux devant la mer. C'est ici que je l'ai vu pour la dernière fois. Il regarda le banc de pierre. Nous nous sommes assis là. Elle m'a serré sur son cœur. J'étais un tout petit enfant, j'avais 9 ans. Elle m'a dit de rester là, sur ce banc, et puis elle s'en est allée, et je ne l'ai plus jamais revue. C'était le soir, un doux soir d'été, le soir de la distribution des prix. Oh, elle n'avait pas assisté à la distribution, mais je savais qu'elle viendrait le soir. Un soir plein d'étoiles, et si clair que j'ai espéré un instant distinguer son visage. Cependant, elle s'est couverte de son voile en poussant un soupir, et puis elle est partie. Je ne l'ai plus jamais revue. Et vous, mon ami ? Moi ? Oui, qu'avez-vous fait ? Vous êtes resté longtemps sur ce banc ? J'aurais bien voulu, mais le cocher est venu me chercher et je suis rentré. Où ? Eh bien, mais au collège ? Il y a donc un collège au Tréport ? Non pas, mais il y en a un, à eux. Je suis rentré au collège 2. Il me fit signe de le suivre. Nous y allons. Comment voulez-vous que je sache ici ? Il y a eu trop de tempêtes. Une demi-heure plus tard, nous étions à eux. Au bas de la rue des Marronniers, notre voiture roula bruyamment sur les pavés durs de la grande place froide et déserte, pendant que le cocher annonçait son arrivée en faisant claquer son fouet à tour de bras, remplissant la petite ville morte de la musique déchirante de sa lanière de cuir. Bientôt on entendit, par-dessus les toits, sonner une horloge. « Celle du collège », me dit Rouletabille. Et tout se tut. Le cheval, la voiture, s'étaient immobilisés sur la place. Le cocher avait disparu dans un cabaret. Nous entrâmes dans l'ombre glacée de la haute église gothique qui bordait d'un côté la grande place. Rouletabille jeta un coup d'œil sur le château dont on apercevait l'architecture de briques roses couronnée de vastes toits Louis XIII, façade morne qui semble pleurer ses princes exilés. Il considéra, mélancolique, le bâtiment carré de la mairie qui avançait vers nous, la lance hostile de son drapeau sale, les maisons silencieuses, le café de Paris, le café de messieurs les officiers, la boutique du coiffeur, celle du libraire. N'était-ce point là qu'il avait acheté ses premiers livres neufs, payés par la dame en noir ? Rien n'est changé. Un vieux chien sans couleur, sur le seuil du libraire, allongeait son museau paresseux sur ses pattes gelées. C'est Cham. Oh, je le reconnais bien, c'est Cham, c'est mon bon Cham. Cham ! Cham ! Le chien se souleva, tourné vers nous, écoutant cette voix qui l'appelait. Il fit quelques pas difficiles, nous frôla, et retourna s'allonger sur son seuil, indifférent. Oh, c'est lui. Mais il ne me reconnaît plus. Il m'entraîna dans une ruelle qui descendait une pente rapide, pavée de cailloux pointus. Il me tenait par la main, et je sentais toujours sa fièvre. Nous nous arrêtâmes bientôt devant un petit temple de style jésuite qui dressait devant nous son porche orné de ses demi-cercles de pierre, sorte de consoles renversées qui sont le propre d'une architecture qui n'a contribué en rien à la gloire du XVIIe siècle. Ayant poussé une petite porte basse, Rouletabille me fit entrer sous une voûte harmonieuse, au fond de laquelle sont agenouillées, sur la pierre de leur tombeau vide, les magnifiques statues de marbre de Catherine de Clèves et de Guise le Balafré. La chapelle du collège. Il n'y avait personne dans cette chapelle. Nous l'avons traversée en hâte. Sur la gauche, Rouletabille poussa très doucement un tambour qui donnait sur une sorte d'auvent. « Allons, tout va bien. Comme cela, nous serons entrés dans le collège et le concierge ne m'aura pas vu. Certainement, il m'aurait reconnu. » Quel mal y aurait-il à cela ? Mais justement, un homme, tête nue, un trousseau de clés à la main, passa devant l'auvent, et Rouletabille se rejeta dans l'ombre. « C'est le père Simon. Oh, comme il a vieilli. Il n'a plus de cheveux. Attention, c'est l'heure où il va balayer l'étude des petits. Tout le monde est en classe en ce moment.
Oh, nous allons être bien libres. Il ne reste plus que la mère Simon dans sa loge, à moins qu'elle ne soit morte. En tout cas, d'ici, elle ne nous verra pas. Mais attendons. Voilà que le père Simon revient. Pourquoi Rouletabille tenait-il tant à se dissimuler? Pourquoi? Décidément, je ne savais rien de ce garçon que je croyais si bien connaître. Chaque heure passée avec lui me réservait toujours une surprise. En attendant que le père Simon nous laissât le champ libre, Rouletabille et moi parvînmes à sortir de l'auvent sans être aperçus, et dissimulés dans le coin d'une petite cour-jardin, derrière des arbrisseaux, nous pouvions maintenant, penchés au-dessus d'une rampe de briques, contempler à l'aise, au-dessous de nous, les vastes cours et les bâtiments du collège que nous dominions de notre cachette. Rouletabille me serrait le bras comme s'il avait peur de tomber. Mon Dieu, tout cela a été bouleversé. On a démoli la vieille étude où j'ai retrouvé le couteau, et le préau dans lequel il avait caché l'argent a été transporté plus loin. Mais les murs de la chapelle n'ont point changé de place, eux. Regardez, Sainclair, penchez-vous. Cette porte qui donne dans les sous-sols de la chapelle, c'est la porte de la petite classe. Je l'ai franchie combien de fois, mon Dieu, quand j'étais tout petit enfant. Mais jamais je ne sortais de là aussi joyeux, même aux heures des plus folles récréations, que lorsque le père Simon venait me chercher pour aller au parloir, où m'attendait la dame en noir. Pourvu, mon Dieu, qu'on n'ait point touché au parloir. Et il risqua un coup d'œil en arrière, avança la tête. Non, non, tenez, le voilà, le parloir, à côté de la voûte. C'est la première porte à droite, c'est là qu'elle venait. C'est là. Nous allons y aller tout à l'heure, quand le père Simon sera descendu. Et il claquait des dents. C'est fou. Je crois que je vais devenir fou. Qu'est-ce que vous voulez? C'est plus fort que moi, n'est-ce pas? L'idée que je vais revoir le parloir, où elle m'attendait. Je ne vivais que dans l'espoir de la voir, et quand elle était partie, malgré que je lui promettais toujours d'être raisonnable, je tombais dans un si morne désespoir que chaque fois on craignait pour ma santé. On ne parvenait à me faire sortir de ma prostration qu'en m'affirmant que je ne la verrais plus si je tombais malade. Jusqu'à la visite suivante, je restais avec son souvenir et avec son parfum. N'ayant jamais pu distinctement voir son cher visage, et m'étant enivré jusqu'à en défaillir, lorsqu'elle me serrait dans ses bras de son parfum, je vivais moins avec son image qu'avec son odeur. Les jours qui suivaient sa visite, je m'échappais de temps en temps, pendant les récréations, jusqu'au parloir, et lorsque celui-ci était vide, comme aujourd'hui, j'aspirais. Je respirais religieusement cet air qu'elle avait respiré. Je faisais provision de cette atmosphère où elle avait un instant passé, et je sortais, le cœur embaumé. C'était le plus délicat, le plus subtil et certainement le plus naturel, le plus doux parfum du monde. Et j'imaginais bien que je ne le rencontrerais plus jamais, jusqu'à ce jour que je vous ai dit, Sainclair. Vous vous rappelez? Le jour de la réception à l'Élysée. Ce jour-là, mon ami, vous avez rencontré Mathilde Stangerson. C'est vrai. Ah, si j'avais su à ce moment que la fille du professeur Stangerson, lors de son premier mariage en Amérique, avait eu un enfant, un fils qui aurait dû, s'il était vivant encore, avoir l'âge de Rouletabille. Peut-être, après le voyage que mon ami avait fait là-bas, et où il avait été certainement renseigné, peut-être sais-je enfin compris son émotion, sa peine, le trouble étrange qu'il avait à prononcer ce nom de Mathilde Stangerson dans ce collège où venait autrefois la dame en noir. Il y eut un silence que j'osais troubler. Et vous n'avez jamais su pourquoi la dame en noir n'était plus revenue? Oh, je suis sûr que la dame en noir est revenue, mais c'est moi qui étais parti. Qui est-ce qui était venu vous chercher? Personne. Je m'étais sauvé. Pourquoi? Pour la chercher? Non, non. Pour la fuir. Pour la fuir, vous dis-je, Sainclair. Mais elle est revenue. Je suis sûr qu'elle est revenue. Elle a dû être désespérée de ne plus vous retrouver. Est-ce que je sais? Peut-on savoir? Oh, je suis bien malheureux. Chut, mon ami. Chut. Le père Simon. Là. Il s'en va. Enfin, vite, au parloir. Nous y fûmes en 3 enjambées. C'était une pièce banale, assez grande, avec de pauvres rideaux blancs à ses fenêtres nues. Elle était meublée de 6 chaises de paille alignées contre les murailles, d'une glace au-dessus de la cheminée et d'une pendule. Il faisait là-dedans assez sombre. En entrant dans cette pièce,
Rouletabille se découvrit avec un de ces gestes de respect et de recueillement que l'on a, à l'ordinaire, qu'en pénétrant dans un endroit sacré. Il était devenu très rouge, s'avançait à petits pas, très embarrassé, roulant sa casquette de voyage entre ses doigts. Il se tourna vers moi et, tout bas, plus bas encore qu'il ne m'avait parlé dans la chapelle, « Oh, Sainclair, le voilà le parloir. Tenez, touchez mes mains, je brûle. Oh, je suis rouge, n'est-ce pas? J'étais toujours rouge quand j'entrais ici et que je savais que j'allais l'y trouver. Certainement j'ai couru, je suis essoufflé, je n'ai pas pu attendre, n'est-ce pas? Oh, mon cœur qui bat comme quand j'étais tout petit. Tenez, j'arrivais ici, là, à la porte, et puis je m'arrêtais, tout honteux. Mais j'apercevais son ombre noire dans le coin. Elle me tendait silencieusement les bras et je m'y jetais, et tout de suite, en nous embrassant, nous pleurions. C'était bon, c'était ma mère, Sainclair. Oh, ce n'est pas elle qui me l'a dit. Au contraire, elle me disait que ma mère était morte et qu'elle était une amie de ma mère. Seulement, comme elle me disait aussi de l'appeler maman et qu'elle pleurait quand je l'embrassais, je sais bien que c'était ma mère. Tenez, elle s'asseyait toujours là, dans ce coin sombre, et elle venait à la tombée du jour, quand on n'avait pas encore allumé dans le parloir. En arrivant, elle déposait sur le rebord de cette fenêtre un gros paquet blanc entouré d'une ficelle rose. C'était une brioche. J'adore les brioches, Sainclair. Et Rouletabille ne peut plus se retenir. Il s'accouda à la cheminée et il pleura. Pleura. Quand il fut un peu soulagé, il releva la tête, me regarda et me sourit tristement. Et puis, il s'assit très las. Je n'avais garde de lui adresser la parole. Je sentais si bien que ce n'était pas avec moi qu'il causait, mais avec ses souvenirs. Je le vis qui sortait de sa poitrine la lettre que je lui avais remise, et les mains tremblantes, il la décacheta. Il la lut lentement. Soudain, sa main retomba, et il poussa un gémissement. Lui, tout à l'heure, si rouge, était devenu si pâle qu'on eût dit que tout son sang s'était retiré de son cœur. Je fis un mouvement, mais son geste m'interdit de l'approcher. Et puis, il ferma les yeux. J'aurais pu croire qu'il dormait. Je m'éloignai tout doucement alors sur la pointe des pieds, comme on fait dans la chambre d'un malade. J'allais m'appuyer à une croisée qui donnait sur une petite cour habitée par un grand marronnier. Combien de temps restai-je là à considérer ce marronnier? Est-ce que je sais? Est-ce que je sais seulement ce que nous aurions répondu à quelqu'un de la maison qui fût entré dans le parloir à ce moment? Je songeais obscurément à l'étrange et mystérieuse destinée de mon ami, à cette femme qui était peut-être sa mère et qui peut-être ne l'était pas. Rouletabille était alors si jeune, il avait tant besoin d'une mère qu'il s'en était peut-être dans son imagination donné une. Rouletabille. Quel autre nom lui connaissions-nous? Joseph Joséphin. C'était sans doute sous ce nom-là qu'il avait fait ses premières études ici. Joseph Joséphin, comme le disait le rédacteur en chef du journal L'Époque. Ça n'est pas un nom, ça. Et maintenant, qu'était-il venu faire ici? Rechercher la trace d'un parfum? Revivre un souvenir? Une illusion? Je me retournai au bruit qu'il fit. Il était debout. Il paraissait très calme. Il avait cette figure soudainement rassérénée de ceux qui viennent de remporter une grande victoire intérieure. « Sainclair, il faut nous en aller maintenant. Allons-nous-en, mon ami, allons-nous-en. » Et il quitta le parloir sans même regarder derrière lui. Je le suivais. Dans la rue déserte où nous parvînmes sans avoir été remarqués, je l'arrêtai et je lui demandai, anxieux, « Eh bien, mon ami, avez-vous retrouvé le parfum ?» Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.